Radio Classique. La matinale de Radio Classique avec David Abiker. Bonjour Franz-Olivier Gisbert. Bonjour David, bonjour à tous. Il s'agit de rester concentré sur l'objectif. D'accord. Nous avons une conversation Comme Donald Trump voulait dire. De quelques minutes ensemble et je suis ravi de vous retrouver. Vous avez écouté attentivement Donald Trump cette nuit, il a parlé 20 minutes, c'était très cadré. Qu'est-ce que vous retirez de cette intervention ? C'est très simple, vous savez, quand on est en difficulté, et c'est son cas parce que cette guerre devait être courte et apparemment elle s'annonce un peu plus longue. Quand on est en difficulté, on cherche des coupables, des boucs émissaires. Il n'a pas tellement changé de langage, hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il reprend l'expression il veut faire retourner l'Iran à l'âge de pierre. Enfin bon, bref. Et si vous voulez, la vérité, c'est que il en veut beaucoup aux Européens et c'est ça qui ressort de tout ça. Il en veut beaucoup aux Européens, comme s'ils étaient responsables. Mais les Européens n'avaient pas été consultés avant. Bon, après, c'est vrai qu'ils ont fait la politique habituelle des Européens, Courage Fillon, etc. Bon, à part la France, qui a une situation un petit peu différente des autres, parce que la France, elle a des accords avec les Émirats Arabes Unis, etc. Puis la France est un peu investie au Liban quand même. Mais il n'y a pas que le Liban. Il y a aussi des accords avec les Émirats. À partir de 2008, vous savez, il y a toute une série d'accords. Et puis, il y a 1000 militaires et civils engagés sur place. Il y a des Rafales, en plus. Bon, il y en a beaucoup qui ont été achetés, qui ne sont pas encore arrivés. Mais il y a des Rafales. Il y en a à peu près, on ne sait pas si c'est 12 ou peut-être davantage qui stationnent. Et puis, bon, il y a une sorte de participation de la France. Elle est un peu plus impliquée que les autres. La Grande-Bretagne, qui devait être, elle aussi partie prenante, puisque d'ailleurs, quand on dit défense européenne, il y a deux piliers. Il y a la France et la Grande-Bretagne. Le pilier britannique, ah oui, non mais c'est pour ça. On me reproche souvent ici d'être très sévère avec Emmanuel Macron, et je le serai toujours, parce qu'il n'a pas été sérieux sur toute une série de sujets, à commencer par la finance. Ça n'a pas été le Mozart de la finance, c'est moins qu'on puisse dire. Il nous a vraiment planté là-dessus. Mais vous savez, quand on se regarde, on se désole. Quand on se compare, on se console. Vous parlez notamment des porte-avions respectifs. Non, mais quand on se compare, par exemple... Les porte-avions de la France et de la Grande-Bretagne. Voilà, alors c'est pas tout à fait un porte-avions, la Grande-Bretagne, mais c'est absolument pathétique, cette histoire-là. C'est quand même que la Grande-Bretagne a découvert que sa flotte ne marchait pas, qu'elle n'arrivait pas, que c'était très compliqué, que elle était complètement dépassée dans cette opération du HMS Dragon, qui finalement a fait route beaucoup plus tard que prévu. Et ce qui est un signe, si vous voulez, on voit bien que la France tient dans cette situation encore. La Grande-Bretagne, plus du tout. C'est le déclin anglais pour l'instant. Alors comment... le déclin anglais, je vais vous dire, il y a une image, de toute façon, qu'on doit tous retenir. C'est Al-Jolani, reçu par Keir Starmer l'autre jour. Oui. Al-Jolani, vous savez, c'est le président syrien, l'ancien tueur islamiste. Il a été reçu par Trump, qui l'a parfumé. Qui est arrivé là par là. Trump l'a parfumé avec du Trump parfum. Il y avait intérêt parce qu'il sent le sang, le vieux sang. C'est un ancien tueur, voilà, et il est devenu président syrien par la grâce d'Allah et de la Turquie. Et qu'est-ce qu'il fait depuis qu'il est là ? Il y a eu des massacres de Druzes, des massacres d'Alaouites, et puis les massacres de chrétiens. Et si vous voulez, là, il est reçu en grande pompe par l'idiot du village européen, c'est-à-dire, pour ne pas le nommer, Keir Starmer, et il est reçu, comme un grand personnage, au moment où se déroule, mais alors c'est quand même symptomatique, se déroule dans la ville de Souk el-Labia, près de Hama, des pogroms anti-chrétiens. Dont personne ne parle, bien entendu. Ça, vous sur Radio Classique. Cherchez dans la presse. Alors ça, donc vous vérifiez. À Souk el-Labia, près de Hama, il y a des images. Il y a tout ce qu'il faut. Ce sont des pogroms. Il y a des morts. Personne n'en parle. Franz, je voudrais qu'on revienne aux déclarations d'Emmanuel Macron du Japon qui dit « Nous, en Europe, on a un mérite, on est prévisible, on est fiable, quand on dit quelque chose, on le fait ». Est-ce que Trump, lui, est imprévisible ? Est-ce qu'il est si imprévisible que cela ? Écoutez, là, je suis pas très d'accord avec ça. C'est-à-dire que, c'est vrai que l'Europe est prévisible d'une certaine manière. Il a raison. Elle est prévisible toujours dans la lâcheté.
C'est-à-dire, d'une sévérité. Bah oui, non mais attendez, elle est prévisible dans la lâcheté là. Enfin, regardez, dans la mollesse. Dans la mollesse et tout. Elle rase les murs, bon. Et l'imprévisibilité trumpienne, c'est un vrai sujet parce que le président américain, on voit bien qu'il suit cette espèce de mélange de narcissisme, de saute d'humeur, qui apparemment le rendent foutraque et l'amène même à réinventer l'histoire. Hein. C'est-à-dire, c'est quand même un cas. Bon, mais si on prend un peu de hauteur. On se rend compte qu'il y a chez cet être irrationnel des repères, des constantes. Il déteste, par exemple, voir baisser la bourse américaine. Hein, dès que ça commence à aller mal du côté du Dow Jones ou du Nasdaq, il pète les plombs. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, il a fait encore ce cirque hier soir. Ça a bien marché, d'ailleurs, hein. La bourse, petite hausse, c'est très important pour lui. Et le pétrole a augmenté en revanche. Ah oui, bien sûr, le pétrole, de toute façon, c'est pas fini parce que le détroit d'Ormuz. Comme il annonce 2 ou 3 semaines de guerre, ça va pas faire baisser le pétrole. Bien sûr, mais le détroit d'Ormuz, c'est quand même un léger problème. Bon, l'affaire n'est pas encore réglée. Mais de toute façon, il y aurait eu la guerre ou pas la guerre. De toute façon, peut-être qu'on n'y coupait pas à l'affaire du détroit d'Ormuz parce que de toute façon, dans l'affaire, ce sont les Iraniens qui sont décisionnaires. Et si vous voulez, il y a cette obsession, la première obsession de Trump, c'est ça, pro-business. Il y a un autre point important qu'on ne résume pas assez, sur lequel j'entends, un petit peu au début du conflit, on en a parlé, mais c'est la Chine. Tout ce qui est mauvais pour la Chine est bon pour les États-Unis. Hein, c'est fondamental. Ça, c'est une autre constante, oui. Ah oui, c'est une constante totale. Alors là, vous avez remarqué, l'opération Maduro au Venezuela, c'était une mauvaise opération pour la Chine, qui absorbait 80% des exportations de pétrole vénézuélien, c'est-à-dire 30 000 barils par jour. Bon, on dirait c'est pas beaucoup, mais c'est à peu près tout ce que le Venezuela était capable de produire. Bon, vous avez un scénario absolument semblable avec la guerre en Iran, où la Chine, elle pompait jusqu'à présent 80% des exportations iraniennes. C'est énorme. Soit, alors là, sa chiffre là, c'est 1 400 000 barils par jour. Hein, mais c'est la Chine qui va venir défendre le détroit d'Ormuz. Bah oui, mais sauf que là... Mais si la Chine vient défendre le détroit d'Ormuz, c'est pas à l'Iran qu'elle fera la guerre, c'est à Trump. Enfin là, c'est... c'est celle qui paye le prix le plus lourd aujourd'hui, mais bizarrement, les médias en parlent peu. Oui, aussi, mais ça, quand Trump dit... Trump et son entourage disent... Alors là, il y a quelque chose qui va pas. Parce que Trump et son entourage disent on est en train de défendre le détroit d'Ormuz alors qu'on n'en est pas les principaux utilisateurs, parce que nous, on regorge de pétrole. Mais alors, si le principal utilisateur est la Chine, c'est-à-dire que Trump devrait inviter la Chine à venir faire le ménage dans le détroit d'Ormuz. Tout cela est quand même assez nébuleux. Oui, mais pourquoi il l'inviterait ? Justement, son problème, vous savez très bien, oui, on peut dire que c'est une espèce de politique anti-chinoise, je dirais certainement à courte vue d'ailleurs, parce que, en tout cas, il en est là, quoi. Et son problème, c'est ça, voilà, il a décidé que la Chine était l'ennemi numéro 1. Franz, on casse le programme. Ouais. Vous avez Trump en face de vous pour une interview de 10 minutes. Quelle est la première question que vous lui posez ? Vous avez le temps, réfléchissez. Quelle est la première ? C'était quand même un scoop, etc. Pour Le Point, où vous écrivez très fréquemment. Écoutez, c'est très simple. Moi, je le ferai parler de tas d'autres choses. C'est mes techniques habituelles, de trucs qui lui font plaisir. Voilà, pas flattant forcément d'ailleurs, mais de choses où il serait un petit peu en forme. Puis à un moment donné, je lui pose la question. Est-ce que vous êtes bien sûr, vous attendiez à une guerre aussi longue en Iran ? Parce que c'est évident que là, il avait mal joué son coup. Mais vous l'auriez amadoué avec des questions sur le golf, quoi. Vous commencez par le golf. Ouais, des choses comme ça. Vous commencez par le golf et ensuite vous faites le golf. Voilà, l'Arabie Saoudite, MBS. Enfin, vous voyez, on aurait un peu pas pour noyer le poisson, mais un peu pour enlever les défenses, une technique. Quand même. J'aurais proposé un petit peu de vin, un peu si c'est possible. Oui. Et puis à un moment donné, il faut lui poser la question à sec. Et là, il y a quand même un énorme problème. C'est-à-dire que tout le monde l'a dit à l'époque. Vous vous souvenez ? Quand il a engagé la guerre, tout le monde a dit ça va être long, c'est compliqué. Et je comprends très bien. Les Européens l'ont dit. Les Européens, ils avaient raison. Mais les Européens, ils disent toujours ça. Alors on me dirait, on n'a pas forcément écouté, mais il y a des bons spécialistes dans tous les domaines, et d'ailleurs y compris aux États-Unis, qui disent c'est peut-être un peu plus compliqué que ça. Est-ce que Macron a raison d'apparaître comme l'anti-Trump ?
Et finalement, ça marche parce que quand Trump a un reproche à faire, il fait un reproche à la France et c'est pas si mal. Quand il dit la France pourrait venir nous aider avec son porte-avions, etc., ça flatte d'une certaine façon le fait que la France pèse. Est-ce que c'est ce que vous disiez? Vous avez tout à fait raison. C'est-à-dire que on voit bien dans cette affaire, les autres ne comptent pas. Alors bon, on voit bien l'Allemagne du chancelier Merz. Elle va peut-être compter un jour quand elle commencera à avoir une armée. Mais pour l'instant, bon, il a compris d'ailleurs Merz dans ses genres d'affaires, il parle pas parce que c'est quelqu'un d'intelligent. Il est dans une situation économique extrêmement compliquée. Il va peut-être réussir, mais bon, lui, il attend voir. Et c'est vrai que dans cette affaire-là, on voit bien. Macron, il est complètement dans la vieille ligne gaulliste. Et de ce point de vue, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose qu'on reprend en ce moment la ligne habituelle de la France. Mais si vous voulez, la raison pour laquelle quel héritage formidable. C'est incroyable. De Gaulle, mais c'est incroyable parce qu'il est toujours là, De Gaulle. Les gens ne peuvent pas regarder Mitterrand, qui était quand même l'anti-gaulliste par excellence. Il a été obligé de chausser les bottes du général parce que de toute façon, c'est la meilleure politique. De toute façon, à partir du moment où vous avez l'arme atomique, vous êtes dans cette position-là. On est quand même, je dis pas dans une position de force, parce que économiquement, la France, ça va pas du tout. Et ça, Macron est largement responsable. Mais en même temps, il reste quand même cet héritage. Et bravo, quoi. Bravo De Gaulle. Bravo Macron. Le costume du général De Gaulle, tout le monde s'y voit, à commencer par Édouard Philippe, puisque les sondages le mettent en tête, avec même une victoire sur Jordan Bardella au second tour. Alors, est-ce que Édouard Philippe est le prochain président? Non mais c'est une blague. Je vous pose la question. Alors moi, je vais vous dire, les médias sont des usines de boussoles à l'envers. On est très bon pour fabriquer des boussoles à l'envers. Et sinon, vous savez, tous les favoris à la présidentielle auraient été élus. Par exemple, Balladur en 1995, Jospin en 2002. C'est vrai que les médias choisissent. Si les médias choisissent un candidat, c'est pas lui qui va gagner. En général, ça c'est ce que je dis toujours, mais c'est vrai. On disait ça d'Alain Minc. Mais non, mais ils ont le mauvais. Alain Minc qui choisissait un candidat et pas Claude gagnait. Oui, mais le sujet c'est pas Alain Minc. Non, excusez-moi, je suis désolé parce que Alain Minc, ça peut lui arriver de se tromper, à vous aussi, à moi aussi. Mais non, je parle des médias en général, le système, c'est-à-dire tous les médias. Vous voyez, ça commence avec Le Monde, puis ça finit avec le Petit Journal de province, et finalement ils disent tous à peu près la même chose. Parce que et regarde, ils expliquaient, ce serait Strauss-Kahn en 2012. Oui. Vous vous souvenez d'ailleurs, Strauss-Kahn disait toujours l'élection est pliée. Bref, ils expliquaient aussi que ce serait Fillon en 2017. Bon, alors moi je veux dire la vérité, c'est que pour Macron, personne ne l'a vu arriver. Oui, mais enfin, faudra peut-être expliquer aussi le rôle. Il était le candidat du système. Oui, mais enfin. Le parquet national financier, je crois savoir, avait joué un certain rôle. Si vous vous souvenez bien, vous regardez historiquement, c'est quand même une enquête bâclée à toute vitesse pour mettre en examen un candidat à la présidence de la République quelques jours avant le premier tour. Bon, c'est quand même assez spécial. Franck, c'est terminé. Ah non, c'est pas terminé parce que... Mais si. Non, parce que vous savez quoi ? Ce qui reste à Édouard Philippe, c'est quand même l'essentiel maintenant. C'est d'être le deuxième à la fin, au premier tour. Oui, parce que sinon ça sert à rien. S'il n'est que le troisième derrière ça sert à rien d'être victorieux deuxième. Ça lui sert à rien d'être le chef de la droite au premier tour de l'élection présidentielle. Au premier tour, on gagne sa place au deuxième. Mon petit doigt me dit que ça n'est pas joué encore. Mon cher ami, puisque c'est l'anniversaire de la disparition de Serge Gainsbourg, qui sera honoré d'un concert classique ce soir avec la Maison Serge Gainsbourg à Paris, je vous propose de nous quitter avec un petit